Bonjour! Alors, nous voici dans un tout nouveau vlog livresque. On est le samedi 8 février. Je reviens du boulot et vous allez sans doute entendre en arrière-fond un bruit, sans doute de télévision un peu sourd pour vous. Mais mon copain écoute des rallyes automobiles à la télé. Donc, on est dans une vieille maison, c'est pas top isolé. Ça sera le fond sonore du début de ce vlog-ci. Alors, bienvenue. Je commence une nouvelle semaine livresque, mais en fait, je l'ai déjà commencé. C'est-à-dire que j'avais déjà choisi une nouvelle lecture hier quand j'ai terminé, dans le fond, mon vlog précédent. Et je l'ai même entamé et je viens de la terminer, donc je vais vous en parler. Et c'est le tout nouveau roman de Julien Rampin. C'était pas marqué dans les livres, ou c'est pas marqué dans les livres de Julien Rampin, c'est publié chez Charleston. Mais dans le fond, moi, je l'ai écouté en livre audio chez Lizzie parce qu'il est disponible sur la plateforme Nextory. Il n'est pas encore sorti ici, le livre, au Québec. C'était ma façon d'accéder, en fait, au livre au moment de sa parution, parce que je pense qu'il est paru le 6 février, donc il vient tout juste de sortir. Et c'était aussi mon premier Julien Rampin. J'en ai beaucoup entendu parler, je suis aussi sur les réseaux sociaux, Julien Rampin. J'ai voulu lire tous ses livres depuis le début, puis c'est le premier sur lequel je me décide enfin, en fait, dans lequel je me décide enfin de plonger. Puis celui-là, ben, en fait, c'est pas marqué dans les livres, tout était là un peu pour me plaire, parce que, dans le fond, c'est l'histoire de 3 personnes qui vont se rencontrer dans un club de lecture, dans une bibliothèque, mais une médiathèque. Donc, vous me voyez venir. Il va y avoir particulièrement Sacha, qui est un trentenaire un peu qui se cherche, Lucie, qui est une vingtenaire, ça se passe à Toulouse, en passant, et qui est là pour étudier, mais qui n'a pas l'air trop à savoir où est-ce qu'elle s'en va. Et Colette, une septuagénaire qui vient de se faire laisser par son mari et qui doit s'occuper de sa maman qui est en train de perdre ses billes. Tout ça mené de main de maître par la bibliothécaire Pauline. Donc, les ingrédients sont là pour me plaire, donc je me suis lancée dedans. Et si je vous en parle, puis j'ai l'air un peu sur les freins, vous devez vous douter, parce que vous me connaissez un peu. J'ai la très grande tristesse de dire, parce que j'ai vraiment envie, j'en ai tellement entendu parler de Julien Rampin que j'avais super gros envie d'être en amour avec la plume, et ça l'a pas vraiment fait pour moi. Donc, pas du tout, en fait. C'est très triste. En fait, c'est comme si tous les ingrédients sont là. Les personnages un peu singuliers qu'on nous présente, qui ont tous chacun leur histoire, comme on peut le pressentir même dans la 4e de couverture. Le lieu en tant que tel qui est dans la médiathèque, un club de lecture qui rassemble des âmes un peu égarées. Et ça me faisait beaucoup penser, en fait, au livre, ben pas pareil, mais au livre de Sarah Nisha Adam qui était The Reading List. D'ailleurs, je pense que c'était le club des âmes égarées ou des lecteurs. Je vais vous mettre la 4e de couverture. Ça faisait un peu penser à ça parce que, dans le fond, le prétexte, c'était une bibliothèque, puis le fait que, dans le fond, une bibliothèque ou une médiathèque, en fait, c'est un endroit où on peut se retrouver, peu importe notre bagage, peu importe notre chemin passé ou le futur chemin qu'on va prendre. Et tout le monde est à égalité, en fait, dans ce lieu-là. Puis les livres, c'est souvent un prétexte ou une façon d'accéder un peu à soit un peu plus à nous-mêmes ou de découvrir d'autres mondes par le biais de ça. Donc, pour moi, c'était là. Fait qu'on a quand même tout ça qui est là, le contexte, le club de lecture, le fait que chaque personnage a son bagage, et même le côté que c'est une narration chorale, donc c'est une narration à plusieurs voix. On va suivre chacun des personnages. Pas nécessairement, je me souviens même pas, voyez-vous, je l'ai écouté en audio puis j'ai pas réalisé si c'était régulier. Donc, tu sais, un chapitre, un personnage, toujours avec le même ordre, ou en fait, dépendant de où on s'en va, on va avoir nécessairement la voix la plus majeure pour en parler. Donc, on va suivre particulièrement Colette, Sacha et Lucie, selon leur vision des choses dans ce qui va se passer. Et on va les suivre tout au long d'une année, dans le fond, dans ce club de lecture-là, qui a quand même, je dois dire, en tant que bibliothécaire, une fréquence assez optimiste. Ça m'a vraiment marqué. C'est vraiment un détail, ça n'a aucun rapport, mais c'est un cercle littéraire qui se rencontre à toutes les semaines en se disant que les gens vont avoir lu un livre par semaine. Donc moi, je suis une grande lectrice, mais je suis aussi une bibliothécaire. En tout cas, tant mieux si ça fonctionne comme ça en Europe. Je suis jalouse, mais voyez-vous ici, dans la fréquence qu'on a, c'est plus comme au mois ou aux 3 semaines, puis déjà, c'est un peu compliqué. Fait que ça m'a fait sourire, mais ça, c'est vraiment un détail, aucun rapport. Donc, tous les ingrédients sont là. A priori, sur papier, tout devrait bien fonctionner. L'enchaînement des choses, découvrir tranquillement le passé de chaque personnage, des péripéties qui vont se passer aussi pendant cette fameuse année-là, qui vont influer sur les 10 personnages principaux, puis les faire
se révéler et à nous comme lecteurs et à eux-mêmes en fait pour évoluer. Tout ça est là. Et la plume est est en mode très bienveillant. C'est vraiment, vraiment, vraiment feel good, vraiment feel good croissance personnelle. Je pense que ce qui n'a pas fonctionné pour moi, c'est particulièrement la plume, puis je suis vraiment triste parce que, puis ça veut juste aussi dire que je vais peut-être en lire d'autres de Julien Rampin. Il me semble qu'il a fait La chanteuse de bal, ça m'intriguait, puis un autre, je vous mettrai les vignettes. Parce que j'ai pas l'intention de m'arrêter à celui-ci, si c'est bizarre, parce que c'est celui qui a le plus de chances de me plaire. Mais je suis toujours un peu méfiante quand les ingrédients sont là, parce qu'on dirait que je me doute que ça peut être très réussi quand c'est ce genre d'ingrédients-là, un club de lecture, des âmes égarées qui vont se retrouver et tout ça. Mais des fois, on dirait que c'est plus difficile peut-être d'être dans l'originalité ou tout ça. Mais dans ce qui m'a dérangé là, dans le fond, c'est un peu la plume. C'est un peu comme la plume m'a fait décrocher, en fait. C'est pas que c'est mal écrit du tout, mais c'est que je sentais à tout moment où l'auteur s'en allait. Je sentais un peu peut-être pas les rouages dans le sens où ça grinçait pas, mais je voyais exactement tout le tissage. Donc, c'est pas parce que je cherchais à le voir. Je suis vraiment quelqu'un qui, ça lui dérange pas de percevoir que les choses vont arriver en avance. Je suis pas choquée par cette situation-là. Mais là, je le sentais venir, puis j'avais l'impression que tout ce qui était évolution du personnage, leçon à tirer, croissance personnelle était quand même souligné à très grands traits, donc verbalisé très clairement pour être sûr que tout le monde comprenne. Puis là, ça, vous savez que c'est juste que ça tombe dans quelque chose que moi, ça me fait décrocher. Ça m'a fait décrocher. J'ai l'impression que j'ai été en dehors de cette histoire-là tout le long, alors que je voulais vraiment désespérément entrer à l'intérieur. J'ai essayé de m'accrocher au personnage, puis je sais pas si peut-être que ce qui a fait en sorte que ça s'est pas déployé de la façon qui m'aurait permis d'embarquer dedans, c'est que c'était très court. Et comme c'était très court, il a fallu qu'on apprenne assez rapidement à découvrir les personnages. Puis comme on dirait que l'auteur n'a pas voulu lâcher plusieurs sujets qui étaient des sujets quand même assez importants. Donc, tu sais, il va y avoir, là, vous avez vu, c'est des choses qui sont assez atypiques. Il va y avoir je n'ose pas vous en révéler trop, mais il y a des trigger warnings par contre par rapport à un certain type de violence que je ne vais pas vous divulgacher, mais c'est toujours dans un contexte où on ne l'attend pas. Évidemment, il va y avoir, bon, pour Colette, c'est très rapidement dit, sa maman qui est qui est en train de perdre ses billes, donc elle va être proche aidante. C'est spécial que j'ai lu ce livre-là finalement juste après que j'ai terminé le roman graphique Mom dont je vous ai parlé dans le vlog précédent, qui était aussi un principe de proche aidant. Là, ça, c'est plus prévisible parce que c'est vraiment une fille avec sa mère qui est plus âgée, mais Colette est quand même à 75 ans, puis elle s'occupe de sa mère plus âgée. Donc, c'est plus courant. En même temps, ça fait spécial quand même parce que dans le fond, sa mère continue à vivre assez vieille, puis elle est déjà confrontée, Colette, au fait qu'elle vieillit elle-même, puis elle se pose des questions par rapport à ce qui va se passer pour elle dans la suite des choses. Donc, oui, c'est ça. Dans le fond, les sujets qui sont abordés, c'est des sujets importants. Puis on a l'impression que l'auteur fait vraiment attention justement à comment ils abordent, puis qu'il essaie vraiment d'avoir une approche qui est le contexte dans lequel le sujet est abordé est original, mais la façon dont il en parle, j'ai pas trouvé que ça réinventait assez. Ça m'a fait, pour moi, c'était assez comme plat, malheureusement. Et puis, on dirait que je ressentais qu'il y avait des choses qui voulaient être dites, puis que dans le fond, peut-être que ça aurait été mieux que ce soit pas tant expliqué clairement, finalement, puis qu'on le comprenne plus tranquillement à travers les agissements des personnages, puis certaines confidences des personnages, donc sur une plus longue durée. C'est mon hypothèse, je suis pas une éditrice. J'écris pas non plus, donc je peux pas me prononcer, ça fait que ça rend pas un jugement du tout, là, c'est juste à l'envers mon expérience de lectrice. Ça me donnait l'impression que si ça s'était étalé sur un peu plus longtemps, peut-être que les choses auraient eu le temps de se déployer un petit peu plus, avec un peu plus de subtilité. C'est un petit peu plus peut-être de nuances qui aurait fait en sorte qu'on aurait eu le temps de tranquillement embarquer, s'attacher au personnage, se laisser vraiment prendre par ce qui leur arrivait. Puis quand les gros événements, puisque chaque personnage, évidemment, ça aborde, vous avez bien compris, un sujet en particulier, quand les événements spécifiques à un personnage se passeraient, ben on serait déjà comme pas mal plus embarqué. Je dis pas que ça m'a rien fait, il y a quand même des choses qui ont été prenantes, particulièrement à la fin, mais vraiment, c'est un texte qui m'a tenu à l'extérieur de lui-même et à mon corps défendant parce que j'ai vraiment, en temps normal, si ça n'avait pas été Julien Rampin que je veux vraiment découvrir, dont je veux vraiment découvrir de la plume, et puis j'avais vraiment eu des bonnes critiques, j'aurais lâché vraiment avant.
parce que ça le faisait pas parce que c'était un mauvais livre, parce que pour moi, ça cliquait absolument pas. Puis je comprenais pas. J'étais très triste que ça le fasse pas, mais des fois, ça arrive. Mais là, je me suis dit, je vais m'obstiner jusqu'à la fin parce que des fois, ça peut arriver que peut-être qu'il y a un petit peu plus de maladresse dans la structure, puis ça fait que ça arrive un peu plus tard. Mais là, finalement, je me suis rendu compte que, en fait, ça n'arrivait pas du tout. Fait que je l'ai terminé. Je suis contente de l'avoir lu. C'est sûr que si vous êtes un amateur peut-être de livres feel good, croissance personnelle, puis que vous aimez bien être accompagné, donc, tu sais, vraiment plus des choses qui sont claires, puis qui sont comme ouvertement, en fait, de croissance. Je pense que ça va vous plaire. C'est une écriture qui est très bienveillante aussi. C'est pas, ça banalise rien, par contre, mais c'est très bienveillant. Donc, pour ça, je vous suggérais. Par contre, si, comme moi, c'est quelque chose peut-être qui vous aime, qui vous agresse un petit peu des fois par moment, quand on vous tient trop par la main ou quand on est trop dans l'ouvertement de croissance personnelle, mais c'est peut-être pas exactement le meilleur Julien Rampin. En fait, si vous voulez, vous prononcer en commentaire, tout en restant bienveillant, s'il vous plaît. Je veux pas heurter personne. C'est juste des goûts et des couleurs, ça ne l'a pas fait pour moi, mais je veux juste vous dire que j'aimerais ça, lire d'autres Julien Rampin. Puis là, je veux juste savoir si tous ces livres sont un peu dans ce style-là. C'est-à-dire que je sais que c'est toujours de la bienveillance, mais est-ce que c'est toujours aussi ouvertement souligné quand on est en mode croissance personnelle? Puis si c'est le cas, mettons, lequel des Julien Rampin, pour vous, que ça vous a le plus interpellé? Je serais d'emblée un peu interpellée par La chanteuse de bal, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres, peut-être que vous avez vu puis qui vous auraient un petit peu plus, encore plus touché. Fait que n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, ça m'aiderait vraiment à prendre les bonnes décisions pour la suite. Alors voilà pour ma première lecture sur ce vlog-ci. Et sinon, c'est le temps d'un petit boucol biblio. Donc, alors, je reviens à mes bonnes résolutions, même si pour le moment, je n'ai pas encore vraiment freiné l'achat des livres, en tout cas en partie. Mais bon, ça, c'est moi et ma conscience. Mais à la bibliothèque où je travaille, j'ai décidé d'emprunter des romans, des bandes dessinées, romans graphiques, qui étaient là, puis que je voulais absolument découvrir. Tout d'abord, un que j'ai vu chez... C'est-tu Rêve ta vie en lecteur ou Le souffle des mots? Je pense que c'est Le souffle des mots. Donc, c'est celui-ci, Julia la seule. Et c'est de David Borio et Yuna Park. C'est chez Dupuis. Et je vous lis la 4e de couverture. Pas facile d'arriver dans un nouveau lycée. Surtout quand, comme Julia, on a d'étranges pouvoirs et des souvenirs d'époques révolues. De quoi intriguer ses nouveaux camarades, dont la pétillante Caitlin, mais aussi le sombre Mika, qui noie un mystérieux chagrin en travaillant sur des machines détectrices de fantômes. Il va rapidement comprendre que Julia cache un terrible secret et qu'ils ont bien plus en commun que ce qu'il paraît. Ça a l'air très intriguant. Les illustrations, a priori, m'intéressaient. Qui ont l'air un peu quand même, sont faites quand même par ordinateur. Donc, des fois, je trouve que ça manque un peu d'émotion. C'est un peu le cas, mais ça me va. C'est pas trop catastrophique. Donc, voici. Dans le sens, quand je dis catastrophique, ça veut dire que moi, j'ai vraiment besoin qu'il y ait un petit peu d'émotion qui soit transmise par les visuels. Fait que, des fois, quand c'est vraiment fait par ordinateur, puis qu'on dirait qu'on ne trouve pas la façon d'exprimer un peu d'émotion, ça vient me toucher. Mais j'étais curieuse de voir celui-là. Si j'ai bien compris, c'est un tome unique. Donc, Julia la seule. Ensuite, un autre tome unique, mais qui fait partie d'une... Ah, ça, c'est plus vieux? Un autre tome unique, mais qui fait partie d'une série qui s'appelle Les Contes des cœurs perdus. Donc, c'est celui-ci, c'est Mitsuko. Donc, Mitsuko, et c'est de Loïc Clément et Kin Leng, donc 2 créateurs et créatrices que j'adore. Loïc Clément au texte et Kin Leng à l'illustration. J'ai juste hâte, juste pour ces deux-là, en fait, même si l'histoire n'est pas... Si jamais c'est pas une histoire qui me plaît, juste avec les deux, je vais trouver ça intéressant. Mais je vous lis la 4e de couverture. Mitsuko est une jeune fille mystérieuse. Elle ne traîne pas avec les ados de son âge. On la voit toujours seule, à glaner, à faire des poubelles et à ramasser des objets cassés. Les vieux colportent des ragots, tandis que les jeunes se moquent. Et pourtant, elle ne réagit jamais. Seul le petit Oscar, dont la maman vient de s'installer au village comme boulangère, semble pouvoir l'approcher. Donc, je vais vous montrer un peu c'est Kin Leng. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner en bande dessinée. Voyez-vous, on sent un peu plus l'émotion, là. Vraiment. Évidemment, Kin Leng, bon, ben, elle, c'est sûr qu'on voit que c'est pas fait non plus à l'ordi, mais peu importe. Oh, trop hâte. Donc, celui-ci. Sinon, des suites de séries. 2e tome d'une bande dessinée qui m'avait vraiment fait rire. La première chose, au premier tome, c'est Les racontages de M. Perrault. Ici. Et c'est de Pog et Léon. C'est chez Dargaud. Et le sous-titre de celui-ci, c'est Faits divers. Jeu de mots. Et ça, c'est les personnages impliqués. Puis en gros, on est dans une classe
Je vous lis la quatrième, ça va être plus simple. Monsieur Perrault vient d'être muté à l'école Belle-Épine, aux confins des 5 royaumes. Dans cette contrée, les habitants semblent tout droit sortis de contes de fées. En s'adaptant à cette étrangeté, Monsieur Perrault va se révéler le plus extraordinaire des enseignants. Voici ses racontages. Donc, on a vraiment des personnages, par exemple, comme Enzel et Pretzel, Greta, qui est le petit capuchon rouge, Narcolette pour la Belle au bois dormant, Anne pour Peau d'âne, je sais pas, il y a les 3 petits cochons, il y a qui bave, qui pue et qui pète, il y a Flamèche, je pense que c'est la petite fille aux allumettes, Tartarin qui est Pinocchio, bref, c'est vraiment comme ça, donc je vous les remontre. C'est super rigolo, c'est quand même sous la forme de, il me semble que c'est pas une histoire continue, c'est comme une histoire avec plusieurs, ouais c'est ça, c'est comme des leçons dans le fond, mais dans le sens de la durée d'une leçon, là. Ça commence toujours par un intitulé ici, comme ici. Vous voyez, c'est Jour de neige. Puis ça dure 2-3 pages. Puis ensuite, on passe à la prochaine. Par exemple, ici, on a Guerre froide dans le haut. Donc, voilà. Super hâte de lire la suite de cette série de bande dessinée-là. Et une autre série de bande dessinée pour les plus petits, cette fois-ci, c'est Les Paulines. Les Paulines d'Anouk Mayout et Marjolaine Péréten. C'est chez Comme des géants. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que ça m'a remis en tête de lire la suite des choses. J'ai vu que les Paulines allaient être adaptées potentiellement, parce qu'il vient d'avoir des fonds débloqués pour que ce soit adapté en série. Je pense que c'est une série animée, donc c'est super cool au Québec. Alors, c'est un des tomes des Paulines, donc c'est Pauline et le Ziploplic. Pauline et le Zipoclic. Donc, il y en a eu plusieurs des Paulines. Il me semble qu'il y avait une toute petite place pour moi. Je ne sais pas si on a mis les autres titres. Peut-être au début. Pauline et les Hypocliques. Est-ce qu'on a les autres? Non. Mais enfin, bon. Bon, ça, c'est la quatrième de couverture, c'est des bandes dessinées. On va suivre l'enfant Pauline et ses aventures. Puis on a ici, aujourd'hui, Agathe est venue à l'école avec un Zipoclic. Le parent dit, c'est quoi un Zipoclic? C'est un jouet vraiment spécial. Spécial comment? Ben, tu peux bouger ses bras et ses jambes, mais il fait des clics et des bips. Ça a l'air nul. Donc, j'imagine que ça va être un mini-robot ici. Alors, ça, c'est vraiment pour les tout petits. Le visuel, a priori, m'intéresse toujours un peu moins, puisque c'est vraiment comme à gros traits. Mais je trouve toujours l'espèce de fantaisie de ce personnage-là intéressant. Donc, voilà. Et c'est donc le petit bocal de bibliothèque. Plutôt comme ça. Et ben voilà. Sur ce très long segment, on a déjà débuté le nouveau vlog. Alors, allez, on poursuit le tout. Sur l'homosexualité et le coming out, je crois. Oui, c'est ce que j'ai compris aussi. Très intéressant, très important aussi. Des vidéos dans lesquelles les jeunes peuvent se reconnaître et je suis un petit peu moins jeune, même si j'ai c'est encore les livres que j'aime. Moi ça va, lecture un peu comme ça. Alors je suis dans Poubelle de Sylvia Aguilar Zeleny, que je lis en lecture commune avec Héloïse, et je lui en ai parlé, j'arrive pas à rentrer dedans, j'arrive pas à comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est un roman choral, mais en fait la chorale on sait pas qui c'est. Dark romance, est-ce que ce serait un genre littéraire dangereux pour les jeunes filles? Eh bien, j'ai lu le plus populaire d'entre eux et on va décortiquer tout ça. Et bonjour, alors je vous reprends, on est le lundi 10 février et ben voilà, c'est mon lundi de congé, alors on se reparle. Et j'ai à vous parler de lecture en cours, lecture reportée et un autre livre de bibliothèque que je suis allée chercher hier. Alors, tout d'abord, lecture en cours, alors lecture reportée. J'ai réalisé quand j'ai eu terminé mon fameux Julien Rampin que je me cherchais en fait une autre lecture audio, puis là j'avais des courses à faire, fallait que j'aille vraiment vite, puis je me suis rendu compte que j'avais téléchargé dans le fond une version audio
du classique féministe du début du 20e siècle de Charlotte Perkins Gilman, qui est Herland, que j'avais ici dans un recueil en format papier. C'est un recueil de plusieurs histoires, dont Herland et The Wallpaper, dont j'avais entendu parler chez Fluent Books et que c'est pour ça en fait que j'avais acheté finalement ce livre-là. The Yellow Wallpaper. C'est écrit dessus, Marie-Soleil, franchement. Donc, The Yellow Wallpaper, qui abordait entre autres la santé mentale à une époque où c'était dangereux pour une femme d'avoir potentiellement un problème de santé mentale. Et donc, bref, je me suis dit, j'ai ça, je vais le commencer. Et je l'ai commencé et c'était intéressant. Et je ne m'attendais pas nécessairement à grand-chose. Tout ce que je savais, c'est que c'était... Herland, c'est considéré comme une utopie féministe. Donc, c'est 3 étudiants américains qui vont avoir entendu parler d'un endroit où, dans le pays, où il y a juste des femmes qui vivent depuis toujours, comme une espèce de légende un peu, pas urbaine, parce que c'est comme plus dans la nature. Et ils vont finir par essayer de faire suivre un peu la piste de ça, puis se ramasser, puis être les premiers qui vont visiter cet endroit-là. C'est tout ce qu'on dit dans le résumé, puis c'est correct, je pense savoir plus. Donc, ça m'intéressait super gros. Je l'ai commencé, mais on dirait que je n'étais pas exactement dans le bon état d'esprit pour apprécier, dans le fond, une utopie, peu importe de qui, en ce moment. Et je me suis dit, alors, je vais le garder pour Mars au féminin, donc le prochain défi lecture que je vais faire, dont je vous avais parlé, là, que c'était le défi lecture de Fluent Books, puis j'avais comme étrangement oublié le nom, alors que c'est super clair. Donc, c'est le fameux défi lecture où, pendant le Wonders, on essaie de lire, en fait, seulement des plumes d'autrices, puis elle propose différentes contraintes pour un peu nous stimuler. Mais j'ai pas encore fait nécessairement ma pièce à lire pour Mars au féminin, mais je me suis dit, dans le fond, je devrais lire là, ce serait plus pertinent. Donc, je vais lire Herland pendant le Mars au féminin. Et je me suis rabattue sur une autre plume d'une autrice, mais on est complètement dans un autre univers. Je pense que j'avais besoin de quelque chose de plus connu, de moins potentiellement confrontant, mais en même temps de super bien écrit aussi. Donc Charlotte Perkins Gilman, c'est super bien écrit jusqu'à présent. Là, je ne sais pas. Peu importe. J'ai besoin d'avoir une plume de quelque chose qui est relativement rassurant, peut-être potentiellement enlevant, mais aussi avec une plume quand même que j'apprécie beaucoup. Donc, pas juste, comme je vous disais, quand j'ai ma lecture dans le dernier vlog où j'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu? C'était... oui, c'était le 4e tome des Dames de Marlowe, donc c'était intéressant, mais bon, la plume est très utilitaire, là. Bref, j'ai décidé de poursuivre ma lecture. J'avais lu de la série de l'inspecteur Adam Dalgliesh de P.D. James. J'en avais lu quelques-uns parsemés dans le passé, puis là, finalement, j'ai décidé de repartir du début, et je suis rendue au tome 3, qui s'appelle en anglais Unnatural Causes, et en français Sans les mains, qui est un peu un divulgateur. Donc, merci la traduction française du titre. Mais bon, je vais quand même vous dire de toute façon. Donc, Unnatural Causes, on va retrouver notre fameux inspecteur Adam Dalgliesh, pour ceux qui ne le savent pas, qui est un inspecteur de police à Scotland Yard, mais qui est également un poète. Donc, pour moi, le P.D. James, c'était vraiment comme un peu l'ancêtre de Fred Vargas, entre guillemets, parce que la plume n'est pas aussi poétique que potentiellement Fred Vargas, mais le personnage mis de l'avant d'Adam Dalgliesh, qui est un peu moins rêveur, mais qui est quand même une espèce de pendant poétique, artistique, qui n'est pas nécessairement courant dans les romans policiers, surtout au moment où ça a été écrit par P.D. James. Pour moi, ça fait quand même une espèce de petite référence. Et c'est super bien écrit. Et celui-là, c'est donc le tome 3, c'est un tome où on va retrouver le fameux Dalgliesh, qui, après une grosse enquête qui l'a fait passer un peu dans les médias, parce que bon, il avait résolu une grosse affaire qui était terrible, qui avait marqué l'imaginaire collectif. Et il s'en va pour 10 jours chez sa tante qui habite en campagne, qui s'appelle Jane. Et de la façon dont on la décrit, elle fait un peu penser à Jane Marple, mais pas exactement. Mais elle fait un peu penser à ça dans le fond. Je pense qu'il y a un petit clin d'œil quand même peut-être de P.D. James. Donc, c'est Jane Dalgliesh qui est la tante de l'inspecteur et qui s'est jamais mariée parce que... elle peut aussi faire penser peut-être à la sœur de Jane Austen, donc Cassandra, mais qui s'est jamais mariée parce que son fiancé est décédé en fait à la guerre en 1916, je pense. Et après ça, elle a dû s'occuper de son père ou sa mère, je me souviens plus, qui était malade, puis elle a comme juste décidé qu'elle ne se mariait pas et tout. Et qu'elle faisait un peu fi, en fait, des convenances. Donc, une fois que ses parents ont été décédés puis que
elle décide de poursuivre sa vie, ben, elle s'est acheté cette espèce d'endroit-là qui n'était pas nécessairement la maison de ses parents. Puis elle vit sa vie comme elle l'entend, il y a une petite communauté, c'est quelqu'un qui aime bien être stimulé intellectuellement et tout. Donc, c'est chez cette tante-là que Dalglish va se rendre. Et bien sûr, quand on va en vacances, on se dit qu'on ne travaillera pas, mais bon, comme ça arrive souvent avec les enquêteurs, quand on s'en va en vacances, c'est comme une espèce de loi de Murphy qui dit qu'en fait, il va se passer quelque chose. Et comme de fait, quand il va arriver chez sa tante, tout de suite, la communauté va arriver, puis c'est vraiment une communauté tissée serrée, puis là, ils le voient arriver, puis ils sont comme on va débarquer, puis Dalglish est comme juste, j'aimerais juste ça être tranquille avec ma tante. C'est pas une tante envahissante, c'est une tante qui respecte comme un peu le silence de l'autre, s'il n'a pas envie de parler, et tout et tout. Puis là, bon, là, les voisins débarquent en disant on a vraiment besoin de ta vie professionnelle, c'est super important. Et on finit par apprendre que il y a un écrivain, en fait, de romans policiers, je crois, de romans policiers, qui fait partie d'une espèce de petite communauté littéraire là, du coin et qui est disparue. En fait, la personne qui travaille pour lui, qui s'occupe de faire un peu des tâches ménagères, puis un petit peu de dictée, sténo. Donc, elle va retranscrire à la dictée un peu de travail de secrétariat, des choses qu'il va lui donner. Ça fait deux jours qu'elle y va pour faire les tâches, puis il n'est pas là, puis ben, ça arrive des fois qu'il disparaît un peu, puis c'est un écrivain, mais peut-être pas nécessairement comme ça. Et donc, elle se dit, ben là, tu sais, qu'est-ce qu'on devrait faire et tout. Puis bon, rapidement, la décision est juste de dire, ben on va le laisser vivre et tout. Puis finalement, ben rapidement, la police va arriver pour dire, ben on vient vous voir parce que en fait, on a reçu une nécessité. Dans le fond, on a découvert un corps dans un bateau. Et c'est visiblement le corps de cet auteur-là qui est Maurice Stanton. Et on l'a découvert le corps et il y avait les mains tranchées. Or, tout juste avant, dans la soirée, on a comme compris que c'est une communauté littéraire et il y a une des personnes sur place qui avait dit qu'elle avait déjà proposé une idée de roman policier à Maurice Stanton il y a quelques mois qui justement lançait le roman en étant on retrouve un corps dans un petit bateau, une petite barque et c'est un corps qui a les mains tranchées. Vous voyez un peu le topo. Alors voilà, on est dans un esprit de village très fort qui est peu courant quand, notamment les P.D. James, ça se passe, ben en fait, les Dalglish, ça se passe. C'est vrai que souvent, ça va se passer dans la campagne quand il va pour des affaires, mais là, c'est un petit peu plus proche de lui. On est vraiment dans une communauté plus tissée serrée. Donc, on a un petit peu cette espèce d'esprit-là qui me rappelle vraiment un peu l'esprit de Sainte Mary Mead avec Miss Marple. Donc, c'est très drôle. Donc, je m'y trouve bien. C'est ça que j'avais envie de lire. Et c'est un livre, puis je l'ai remarqué particulièrement quand j'ai commencé. Il y a une super grosse partie de description au départ. On décrit vraiment avec agilité. Donc, la plume est super belle et un peu recherchée, un peu poétique et tout. On va décrire justement l'endroit où il est. Donc, dans la campagne, et on va décrire le paysage, on va décrire les maisons, on va décrire un peu l'intériorité des personnages. Donc, malgré que ça peut avoir l'air d'être une intrigue un peu plus standard, ben, c'est quelque chose quand même qui propose une qualité d'écriture. Donc, jusqu'à maintenant, c'est exactement ce que je cherchais. Et sinon, je suis allée chercher, donc voici pour ma lecture en cours. Et sinon, hier, je suis allée chercher un livre que j'avais demandé en prendre bibliothèque. Puis ça, c'est encore une fois, merci à Fluent Books. C'est un livre qu'elle découvre avec plaisir, elle, depuis un bon moment, une série BD qui en est rendue à son 2e tome et qui est difficile à trouver au Québec. Moi-même, en bibliothèque, ça a été plus difficile de prendre la décision de l'inclure ou pas à la collection parce que c'est un contexte qui est quand même très ancré littérature française particulièrement. Bien sûr, qui est connu à l'international, mais c'est très contexte européen. Puis je pense que dans les bibliothèques publiques au Québec, bien, il y a une foison de publications. Puis c'est sûr que des fois, dans certains cas, on va aller plus dans des choses qui vont faire des échos potentiellement avec un contexte peut-être un petit peu moins typiquement européen. Dans certains cas, en tout cas pour les BD, mais pas nécessairement. Mais, bref, ça pour dire que c'est difficile à trouver en bibliothèque. On l'a pas à la nôtre, je ne l'ai pas dans d'autres bibliothèques. Et là, j'ai fini par la faire venir par un principe de prêt entre bibliothèques à la bibliothèque de mon village. Et c'est le premier tome de À l'école des lettres. Donc, c'est À l'école des lettres de Popésie et Maïté Robert. C'est aux éditions Matin. Je ne sais pas si c'est des éditions ou une collection. Oui, Matin. Et en fait, ça se trouve à être... Bon, je lis la 4e couverture. Dans une dimension parallèle, tous les plus grands auteurs et les plus grandes autrices de la littérature sont enfants et doivent aller apprendre leur futur métier à l'école des lettres. Dans la classe 19, un certain Victor Hugo, nouvel arrivant, va rencontrer ses camarades Baudelaire, Balzac, Flaubert, Maupassant, Michel, Sand, Zola.
Comment sont les cours? Les sorties scolaires? Qui aura la chance de passer en classe 20? Est-ce qu'ils apprendront des sorts comme dans Harry Potter? Non. Bienvenue à l'école des lettres. Donc, ça, c'est la 4e de couverture. Et bien, ça va être en fait, si je me souviens bien, c'est des courtes histoires. Est-ce que c'est des courtes histoires? Oui. Donc, ça va être divisé en courtes histoires. Par exemple, ceci. Et on va avoir ensuite des planches qui vont représenter, dans le fond, l'histoire en tant que telle. Voilà. Et ça va mettre en scène, justement, les personnages des écrivains français du 19e. Donc, j'espère hâte de le découvrir. Puis, je voulais le faire depuis longtemps, mais comme je n'arrivais pas à y accéder par la Bibli, puis que je n'ai pas nécessairement acheté la BD, ben ça a pris du temps avant que ça se concrétise, mais voilà. Alors, ça, c'est un nouvel ajout à mon bocal, le biblio. Fait que, ben voilà, je vais poursuivre ma journée de congé. Puis, ben, je vous reprends si j'ai des nouvelles lectures dont je vais vous parler ou toute autre proposition livresque. Je l'ai utilisé, puis je suis tombée dans un rabbit hole de stickers et de washi tape. J'ai commandé à 3 boutiques différentes. Ça, c'est les deuxièmes que je reçois. Mais ceux que j'attends encore, c'est ceux dont j'ai vraiment besoin pour mon reading journal. Bonjour, alors je vous reprends un peu plus tard lundi parce que je viens de faire un blitz de lecture de BD et romans graphiques. Et... Alors, dans le fond, je me suis dit, comme c'est des bandes dessinées que j'empruntais à ma bibliothèque, à la bibliothèque où je travaille, en fait, ben, j'essaie de ne pas les garder trop longtemps pour laisser la chance aux usagers de les lire. Et ben voilà, j'avais du temps, j'avais fait du rattrapage aujourd'hui de vlog. Et là, ben, je me suis dit, essayons de couper un peu le temps des écrans et allons-y. Alors, tout d'abord, j'ai lu Pauline et le Zippoclick. Zippoclick? Zippoclick. Donc, de Anouk Mayou et Marjolaine Perretten, c'est chez Monsieur Ed. Non, Comme des géants, pardon. Et là, je vous en ai parlé au début de ce vlog-ci, donc je ne ferai pas refaire encore, dans le fond, le résumé. Mais écoutez, c'est très chouette. Première BD, j'en avais lu une autre, c'était Pauline, encore un peu de place pour moi, je crois. Puis il me semble que c'est quand il y avait un petit frère qui arrivait dans les... Je me souviens plus. Dans le décor pour la petite Pauline. Mais cette fois-ci, on va retrouver Pauline qui est à l'école et dans la cour d'école, il y a une jeune fille qui s'appelle... Attendez, je vais trouver le nom. Agathe. Agathe arrive à l'école avec un Zippoclick qui est un jouet qui fait pas grand-chose d'autre que bouger sur commande. Et évidemment, elle va créer comme une tendance. Tout le monde va vouloir avoir un Zippoclick. Pauline aussi, elle va arriver à la maison, elle va en vouloir un. Son petit frère va vouloir avoir un bâton de hockey. Et dans le fond, au courant de l'histoire, Pauline va... Ça nous prend un peu par surprise, mais je pense qu'elle aussi va aller avec ses parents pour une visite de routine chez l'optométriste et va devoir avoir des lunettes. Des lunettes qui ont coûté très cher. Et bien là, les parents vont justifier un peu le fait qu'il n'y aura pas d'achat tout de suite. Il va falloir attendre les anniversaires parce qu'ils ont acheté les lunettes de Pauline qui sont très chères. Et par la suite, Pauline va tellement vouloir avoir un Zippoclick parce que tout le monde en veut un qu'elle va décider de trouver une façon d'obtenir en allant échanger ses lunettes chez un prêteur sur gage. Et bien, il va s'en suivre après ça, évidemment, la conséquence de ça. Elle va regretter un peu. Il va avoir un petit peu d'embûches sur son passage. Mais évidemment, ce qu'on va finir par comprendre, c'est que
dans le fond, les hypocliques, on comprend très bien, nous, comme adultes, que c'est une tendance, c'est une espèce de mode et que les jeunes vont finir par s'enlacer. Et c'est ce qui va arriver potentiellement. Et Pauline va comme un peu découvrir que finalement, il y a autre chose de pas le plus fun que ça, c'est-à-dire jouer avec les amis. Donc là, je vous ai tout un peu spoilé, mais c'est correct, dans le fond, c'est pas... l'idée, c'est plutôt comment c'est amené. On aime beaucoup retrouver le personnage de Pauline. Le découpage est super intéressant. C'est vraiment première BD parce que c'est sûr que comme adulte, on voit vraiment tout ce qui va se passer. Puis oui, il y a des messages qui sont là puis qu'on comprend bien. C'est très clair. C'est très clair, mais pour un enfant qui est plus jeune, ça va. C'est souligné, c'est bien mis en évidence, puis c'est pas trop souligné à grands traits dans le sens où on le comprend très bien, mais on laisse quand même un peu aussi le lecteur faire un peu ses propres déductions selon son âge. Donc, très chouette collection, Pauline et Pauline et le Zippoclick ne fait pas exception, donc très belle découverte. Je suis un petit peu moins fan quand même des visuels. J'aime bien le côté un peu caricaturé, un peu exagéré, un peu scruffy, un peu échevelé, disons, des dessins. Mais comme ça vient aussi avec le fait que c'est assez... il y a une partie que je vais vous montrer dans le fond. Il y a une partie où, quand Pauline a finalement ses lunettes, puis qu'elle les aime pas, puis qu'elle décide de les enlever, puis qu'elle dit que dans le fond, elle aime ça, voir flou. C'est tellement cool. Regardez qu'est-ce que ça donne comme résultat. Ça, c'est la partie sans lunettes, bien entendu. Puis elle va se mettre à voir plein de choses, dont entre autres un Zippoclick. Mais regardez, tellement un beau travail visuel. Donc ça, c'est plus mon genre de vibe. Le côté un peu flou. Puis le côté un peu dans ta face, c'est un peu moins. Mais c'est vraiment une super belle série. Si jamais vous voulez la découvrir, ça vaut la peine. Avec les tout petits, je dirais, je sais pas. Dans le fond, si vous voulez lire avec l'enfant, il n'y a pas vraiment d'âge, je dirais peut-être idéalement pour les 6 ans, mais ça peut être aussi dès 4 ans, dépendant de l'attention que l'enfant a, puis si l'enfant est familier avec le découpage en BD. Mais sinon, ça peut être une bonne façon comme première BD pour le découvrir avec l'enfant. Sinon, je vais essayer de m'organiser pour pas que mes piles tombent. Sinon, j'ai lu le deuxième tome de Les racontages de M. Perrault. Et cette fois-ci, c'était, comme je vous avais dit, Faits divers. Donc, la suite, il va en avoir un par saison. Donc, celui que j'avais lu, c'était Notes d'automne, je crois. Et encore une fois, on va y aller par petits sketchs, petits arrêts sur image de moments hivernaux. Et cette fois-ci, on va quand même apprendre à découvrir un peu plus les personnages de contes. On va entre autres plonger dans Peau d'âne, qui n'est pas super évident. Donc, c'est évoqué qu'est-ce qui se passe, mais on a vraiment clairement le moment où on comprend que le père de Peau d'âne veut faire d'elle autre chose que sa fille. Il n'y a pas rien de graphique et tout, mais j'aime mieux quand même le mentionner. Ce sont des contes. Donc, c'est vraiment les contes originaux. Puis dans les contes originaux, c'est ça. C'est un sujet d'ailleurs qui est à débat, parce qu'en tant que bibliothécaire, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais là, c'était pas mentionné. » Là, c'est avec les personnages des contes. Donc, c'est sûr que c'est pas tout joyeux qu'est-ce qui arrive à ces personnages-là. Mais je trouve que c'est super bien amené, encore une fois. Puis on a en parallèle le passé de l'enseignant, qui fait référence justement au fait que dans le fond, lui, c'est un solitaire. Puis on comprend que lui, tout ce qui est hivernal, tout ça, ça le ramène un peu à ses souvenirs au passé, puis au fait qu'il a perdu quelqu'un d'important. Donc, on sent qu'on a perdu son frère à la guerre, alors que lui-même est allé à la guerre. J'imagine que la suite des tomes va aussi faire peut-être un peu poursuivre cette espèce de voie-là. Mais dans ce livre-ci, on va découvrir, comme je disais, le dessin de certains des personnages un petit peu plus que les autres. Puis ce que j'ai trouvé intéressant aussi à la fin, c'est toujours avec une approche qui est très rigolote. Ça me fait ça avec des référents de contes pour enfants et des sujets qui sont plus grands que les enfants, comme dans tous les contes pour enfants. C'est pas exactement pour enfants, c'est des contes. Point. Donc, c'est super bien amené, je trouve, mais avec toujours une espèce de légèreté, puis avec le côté un peu rigolo, tendre, malgré des sujets qui sont pas toujours faciles à aborder. Donc, quand on ne sait pas trop, ça a l'air d'être super léger, mais dans le fond, ça reste quand même des personnages de contes qui n'ont pas des vies nécessairement évidentes. Puis, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à la fin, on va nous parler un peu plus des personnages qu'on va aborder, donc des cahiers un peu. Donc, on va nous faire un rappel, par exemple, du Pinocchio de Carlo Collodi, de la Fée bleue,
que je savais pas, qui était dans Pinocchio, que je connaissais pas, qui est une fille qui peut faire reprendre vie. J'avais juste pas réalisé que dans Pinocchio, c'est sûr que si la marionnette avait pris vie, ça prenait une fille qui donnait, hein, n'est-ce pas, qui faisait donner la vie. Et La petite fille aux allumettes. L'histoire que moi je connais bien, mais que c'est pas tout le monde non plus qui connaît. Et on a qui d'autre à part ça? Chachou, je pense. Chachou. Il me semble qu'il était un mélange du chat botté et des... Un mélange du chat botté et les 3 fils du meunier. Je me souviens plus. Mais bref, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a aussi une partie à la fin qui est présentée comme un cahier d'artiste, mais en même temps, ça nous donne un supplément, puis ça nous fait nous rappeler un peu aussi en quoi ces contes-là, à quoi ils faisaient référence pour de plus en plus être amené à bien comprendre pourquoi on fait ces références-là dans le livre. Mais ça reste quand même que c'est des personnages de contes qui sont au niveau enfant. Voilà. Donc, situation d'école, du quotidien, de je veux aller faire telle chose, mes parents veulent pas, mais avec le bagage et l'affect de chacun des personnages de contes. Donc, j'ai trouvé ça comme toujours super intéressant. Jusqu'à maintenant, entre les 2 tomes, je pense que j'aimais mieux le premier tome des Racontages de M. Perrault, peut-être parce que c'était la découverte, mais en même temps, le côté qui est vraiment, on voit le dialogue intérieur, le dialogue, ben, ça se peut qu'il y ait un dialogue, là, mais le monologue intérieur de l'enseignant de M. Perrault, je trouve ça quand même intéressant aussi. Donc, voilà pour la lecture du 2e. Ensuite, j'ai lu encore une suite, mais cette fois-ci, c'est une suite de collection, donc c'est une collection avec des créateurs différents, mais c'est le fameux tome des Contes des Cœurs perdus, et c'est Mitsuko de Loïc Clément et Kinleng, et c'est chez Dupuis, je pense, non, Delcourt. Et ça, j'ai adoré ça. Ça a été pour moi, j'étais pas surprise parce que Loïc Clément, parce que Kinleng, donc Loïc Clément au scénario, Kinleng aux illustrations. C'est assez particulier, en fait, cette BD-là. Ça va vraiment être une histoire de différence, d'amitié, de transmission des savoirs, de perte d'un être cher. Et tout ça sur fond de esprit de village, vision un peu tunnel, mais des gens qui vont voir au-delà, en fait, de la différence, qui vont vouloir justement, qui vont aller à l'essentiel sans même s'en rendre compte, sans même essayer, puis faire en sorte que les choses vont potentiellement changer un peu. Puis avec vraiment des visuels à la Kinleng, mais qui est en mode BD. Donc, ça fait même un petit peu penser à... Certaines illustrations me font penser à... Est-ce que c'est Karl Norak? Je sens que c'est ça, Karl Norak. Je vous montrerai, mais en tout cas, c'est quelque chose comme ça ici. Je trouve ça super beau. Il y a quand même des détails. Il y a vraiment une super belle sensibilité dans le côté un peu aquarelle, mais on a les traits qui sont pris ici quand même pour faire le contour. Ça, pour moi, ça a été... peut-être pas un coup de cœur, mais une excellente lecture. Les Contes des Cœurs perdus, c'est pas... J'ai toujours des belles surprises, c'est pas nécessairement des coups de cœur systématiquement, mais c'est toujours comme, disons, une belle besace de possible, cette collection-là. Fait que si vous la connaissez pas, allez-y, n'hésitez pas. Puis Mitsuko, définitivement, pour moi, ça vaut absolument le déplacement. Nous, on l'a reçu fin 2024, mais je pense qu'il est paru un petit peu plus tôt que ça en 2024. Donc, il doit être soit encore en librairie, peut-être, si on est chanceux, si vous êtes chanceux. Sinon, en bibliothèque, c'est sûr et certain. Donc, et enfin, j'ai découvert le fameux Julia la Seule que j'avais vu passer beaucoup sur les réseaux. Donc, Julia la Seule de David Borio et Yuna Park chez Dupuis, qui est une histoire a priori qui parle de qu'est-ce que ça... Ben, je vous en ai parlé, je pense, au début aussi. Donc, une nouvelle personne qui va à Julia, qui arrive au lycée et qui a d'étranges pouvoirs qu'on comprend rapidement qui sont paranormaux et qui va devoir se faire des amis dans un contexte où, évidemment, la différence n'est pas super bien accueillie, mais qui va rencontrer Mika, qui est quelqu'un qui ne se remet pas du deuil de sa mère, qui était une scientifique et qui va avoir travaillé beaucoup sur un appareil pour détecter ou en tout cas potentiellement gérer les phénomènes paranormaux et on va comprendre en quoi ça a un lien avec Julia. C'était particulier. Ça a été une bonne lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur. La raison pour laquelle ça n'a même pas été une excellente lecture, c'est que, à mon avis, il y a beaucoup trop de choses qui se passent là-dedans
pour le format qui a été choisi. Ça passe à une vitesse fulgurante, puis je trouve ça un peu triste parce que je trouvais que la prémisse était super intéressante. 80 pages, c'est quand même un gros format. C'est déjà une BD grand format boosté là, pour Dupuis, mais disons que je pense que ça aurait été préférable que ce soit comme en mode roman graphique, vraiment plus épais. Parce que là-dedans, on va avoir à rencontrer les personnages concernés assez rapidement, ça c'est pas problématique. Mais on va tout de suite évoquer tout ce qui est paranormal, potentiellement, on sent qu'il y a quelque chose comme un passage impromptu entre la réalité et peut-être l'au-delà qui va être là. Il y a des histoires de deuil, de personnes qui sont disparues, qu'on pense vraiment qu'on est capable de faire revenir, de passés inexpliqués, de questions sur son identité et tout ça. Puis tout ça sur fond de principes scientifiques relativement... scientifiques. Disons. Qui ont de principes aux allures scientifiques, donc avec appareillage pour essayer de percevoir et de gérer justement les accès au paranormal, qui sont très complets. Donc, c'est comme si on aurait aimé ça, pouvoir surfer un peu plus longtemps, prendre un peu moins de temps sur la mise en contexte, mais on n'avait pas vraiment le choix de mettre tout ce temps-là parce qu'il y a vraiment beaucoup, il y a beaucoup de personnes impliquées, il y a beaucoup de concepts impliqués, on a un passé qu'on essaye de ramener pour essayer qu'on comprenne un petit peu mieux les choses. Puis là, une fois qu'on a comme tout pas mal mis en place, on a comme une résolution qui se passe comme en 7-8 pages, puis ça se termine sur... Ça donne l'impression qu'on a un tome 2. Mais en même temps, si c'est pas mentionné que c'est un tome 1, j'ai regardé un peu, puis on dirait qu'il va pas nécessairement avoir un tome 2, puis peut-être qu'il va y avoir un tome 2, mais si c'est le cas, je pense que ça aurait été vraiment, vraiment préférable que ce soit en une seule fois, une histoire complète en un seul tome, mais vraiment plus gros. Style format, 160 pages. Je sais que c'est souvent un argument de budget là, pour les éditeurs, mais je trouve ça dommage. Ça m'a donné l'impression qu'on gaspillait des prémices super intéressantes, puis qu'on faisait juste les effleurer, puis que finalement, on restait vraiment sur notre fin. Donc, je sais pas trop. C'est sûr que si vous cherchez une BD d'action, ça peut être intéressant. Ça bouge beaucoup, on a les personnages, il y a une résolution assez rapide et tout. Mais je trouve que on aurait comme voulu en apprendre plus. C'est quelque chose qui est comme vraiment fascinant. Quelque chose qui, bien entendu, est de l'ordre de faut y croire quand même, parce qu'on n'est pas basé sur quelque chose nécessairement qui est réel, mais on n'est pas dans les pouvoirs magiques, on est vraiment dans le paranormal. On arrive à être convaincu, puis juste comme on est enfin convaincu, puis qu'on est comme un peu pris dans l'histoire, ben comme je vous dis, tout se résout. Puis fait que je suis un petit peu mitigée par rapport à ça. Les visuels, ça le fait moyen. C'est des visuels qui sont très manga-esques. Donc, vraiment, un peu plus très manga. Là, vous le voyez, c'est potentiellement fait à l'ordinateur. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup... J'ai trouvé qu'il y avait manqué un peu de variété pour les expressions faciales. Donc, c'est comme s'il y avait juste 2-3 expressions, là, genre la giga joie, la grande tristesse et l'espèce d'indifférence. Mais bon, je vois quand même qu'il y a eu un travail, là, il y a quand même eu un travail dans le découpage, voyez-vous, comme on a des moments dans le passé où on va avoir vraiment une bande en noir pour qu'on comprenne bien. Mais tout ce qui est illustration, je trouve que la composition est intéressante. Il y a beaucoup de détails, c'est super intéressant. Pour moi, ce genre de dessin-là, ça me tient plus à distance. À la limite, je pense que j'aurais presque préféré qu'il soit en noir et blanc qu'en couleur. Le côté colorisation, on dirait que ça m'a comme un peu éteint. Mais je sais pas si je vais arriver à retrouver un moment qui faisait vraiment penser au manga. Quand c'est comme une espèce d'aparté. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des codes un peu de manga. Ici, c'est comme une espèce d'aparté. Ben, c'est pas un aparté, mais on tombe dans une espèce d'espace où on sait pas si ça s'est vraiment passé comme ça ou si c'est comme un peu dans un entre-deux. Mais voyez-vous, ici, ça arrive souvent quand même dans le manga. D'espèces d'histoires comme de regard comme ça, regard vide, quand il y a des espèces de réflexions des personnages. Donc, c'est spécial. Même ça, c'était comme un peu un entre-deux. On a peut-être voulu embrasser un peu trop large. Écoutez, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me mentionner est-ce que vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Peu importe que vous ayez aimé ou moins aimé, ou si ça reste juste mon ressenti, là, c'est pas nécessairement... j'ai pas une autorité là-dessus. Mais, ouais, on dirait que j'aurais aimé ça me retrouver dans cet univers-là, mais pas nécessairement colorisé comme ça, qui fait un peu comme juste capture d'écran d'un dessin animé. Puis vraiment, au niveau de l'histoire, je trouve qu'il s'est passé trop de choses, mais que finalement, il se passe pas assez de choses. Donc, il y a trop d'éléments, mais on n'arrive pas vraiment à faire évoluer
puis se faire développer les éléments autant que ça devrait. Donc, ben voilà, c'est ma dernière lecture de la journée. Et puis, ben, je vais m'en retourner à ma lecture audio de P.D. James. Mais voilà, petit blitz BD roman graphique du lundi. Alors, ben, à plus tard! Et bonjour! Alors, je vous prends en ce jeudi 13 février. Super enneigé chez nous, tempête de neige hivernale. Vraie tempête pour une fois. Accumulation quand même pas mal. Je sais pas on est rendu à combien, mais il prévoyait 40 cm. Je pense qu'on est comme à 25 cm. Mais là, ça, c'est vraiment dans les neiges que ça fait pas mal une couple d'années qu'on n'a pas eu comme accumulation. Puis, sans en avoir une autre en fin de semaine. Donc, moi, je suis joie parce que j'aime l'hiver. Mais bon, désolée pour ceux qui n'aiment pas ça. Bref, à la maison. Heureusement, j'étais en télétravail aujourd'hui, donc j'ai eu cette chance-là. Et ben écoutez, je voulais vous parler de mes 2 dernières lectures, qui sont des lectures audio. J'en ai fait d'autres dans le cadre de mes pérégrinations, mais je vais vous en parler dans le prochain blog, je pense que ça va être plus efficace. Puis j'aurai peut-être un petit book-haul. Je fais un petit teasing ici. Pour le prochain vlog, il va falloir attendre. Alors voilà, j'ai terminé le fameux P.D. James, Unnatural Causes. Et ben, écoutez, c'était fort agréable. Ça a été... j'avais pas souvenir que l'écriture de P.D. James était comme ça. Celui-là, je vous disais que ça se moulait beaucoup sur un Agatha Christie, en quelque part, en termes d'ambiance de village, de... archétype de personnage et il y avait beaucoup d'introspection pour l'inspecteur Dalglish qui faisait pas mal penser finalement en effet à l'inspecteur, je me souviens jamais c'est qui, Adamsberg de Fred Vargas. Mais cette fois-ci, oui, vraiment beaucoup d'introspection, mais des introspections un peu plus l'inspecteur est un peu dans un moment, pas sans issue, mais dans un questionnement, un peu un marasme. Au niveau de sa vie professionnelle, ça va, mais sa vie personnelle, il n'est pas trop sûr. Puis, le fait qu'il soit dans ce marasme-là, ça va le suivre tout au long de l'enquête qu'il fait, parce qu'en fait, c'est pas une enquête qu'il fait, c'est une enquête qu'il essaye de faire officieusement, alors que ça ne tente pas vraiment, mais comme il est là, puis qu'il a une capacité de... Ben, il est habitué à travailler pour Scotland Yard, c'est sûr que par défaut, il y a des choses qu'il va bien comprendre, puis qui va mener à bien. Puis ça va être une dynamique intéressante parce que c'est vraiment une enquête qui n'en est pas une. Donc, c'est pas lui qui était à la tête de l'enquête. Il n'a même pas été recruté pour en faire partie. Mais en quelque part, il voit des choses, il fait un petit peu des recherches, puis il est censé être en vacances, puis il fait un peu des recherches parce qu'il veut oublier un peu sa situation personnelle. Puis en faisant, ben là, il n'a pas envie de se mêler de ses affaires, des affaires de l'autre. En même temps, il se dit que la justice doit quand même prévaloir. Il essaie d'intervenir de la manière la plus délicate possible. Il y a beaucoup de péripéties qui vont se passer. Ça ne va pas se terminer exactement comme on aurait pu souhaiter. Pour lui, au niveau personnel, au niveau de l'enquête, ben c'est pas facile non plus. C'est correct, mais c'est pas facile. Et ce qui me fait aussi penser un peu à Agatha Christie, c'est drôle parce que c'est rare que j'ai autant eu l'impression de comparer l'écriture de P.D. James à celle d'Agatha Christie, mais là, on est vraiment dans ses premières œuvres en lien avec Adam Dalglish, donc je n'avais peut-être pas réalisé, je n'avais pas commencé aussitôt, moi, dans ses œuvres. Fait que peut-être qu'au début, elle avait plus ce moule-là. Mais bref, pour en revenir à la résolution, en fait, et quand même, elle fait beaucoup penser à certaines résolutions des romans d'Agatha Christie, dans le sens où ça va se faire par le biais de révélations indirectes. Je vais dire ça comme ça. Donc, pas exactement en termes de confrontation à la Hercule Poirot, mais bien plus, un peu plus comme les Agatha Christie où il n'y a ni Hercule Poirot ni Miss Marple. Donc, où il va y avoir certaines informations qui vont être finalement découvertes, qu'il va y avoir une certaine narration tierce, disons, qui va intervenir puis qui va faire en sorte que ça va un peu faire débouler les choses. Donc,
étrangement, contexte étrangement traditionnel comme l'âge d'or du policier, mais en même temps très moderne par rapport à l'introspection du personnage principal qui est l'enquêteur, et aussi à quelques sujets qui sont abordés, donc, entre autres la différence et comment l'accueil de la société par rapport à la différence peut finalement avoir un impact, ben c'est pas qu'on est surpris, mais peut vraiment influer sur le destin et la façon de voir les choses des personnes qui subissent, en fait, dans le cas où un accueil n'est pas nécessairement positif, ou même qui se veut positif, mais qui finalement ne donne pas ce résultat-là. Donc, va influer, en fait, sur la suite des choses, sur comment ces gens-là vont concevoir le monde. C'est pas fait avec jugement du tout, c'est juste une façon de voir un peu l'envers du décor dans une réalité qu'on a l'impression qu'on connaît, dans le sens qu'on sait bien que il faut accueillir la différence à bras ouverts, mais que des fois, même avec la meilleure des volontés, ça peut arriver que ça se passe pas nécessairement bien. Et puis même des fois, il peut ne pas avoir de bonne volonté, puis c'est pas nécessairement visible qu'il n'y a pas nécessairement de bonne volonté au niveau de l'accueil de la différence. En gros, j'essaie de ne pas vous en dire, mais il faut que je vous en dise un peu ce que ça veut dire. Donc, si vous voulez lire un P.D. James un peu plus hors de sa formule habituelle, celui-là, il m'a à la fois rassurée parce que c'est une structure traditionnelle, en même temps déroutée parce que c'était vraiment une rencontre entre deux structures. Donc, une structure un peu hommage, on dirait, à Agatha Christie, avec le côté un peu lucidité contemporaine d'Adam Dalgliesh. Intéressant. Pas coup de cœur, mais intéressant. Et sinon, j'ai fini par écouter le tout récemment paru David Fuenkinos, donc Tout le monde aime Clara, qui est paru en France le 6 février. Ici, c'est pas encore paru. Je pense qu'en papier, il va paraître au mi-mars, d'après ce que je peux voir. Et bon, voilà. Donc, David Fuenkinos, un auteur que j'aime beaucoup, un auteur dont j'ai toujours envie de découvrir les œuvres. J'avais lu, en fait, son plus récent qui était La vie heureuse, mais son plus récent, celui de l'année dernière. Et les gens avaient eu un accueil mitigé par rapport à celui-là. Moi, j'avais fait partie de celles qui avaient été vraiment enchantées par le livre, malgré le fait qu'il y avait eu un basculement en plein milieu, donc entre quelque chose qui aurait pu être du David Fuenkinos d'avant et une partie qui était plus au niveau mystique et évolution spirituelle. Et dans celui-là, on est complètement dans le mystique et l'évolution spirituelle. Donc, je vais vous lire ce qui a été choisi comme présentation par Gallimard parce que écoutez, lisez pas les quatrièmes de couverture. Enfin, les descriptions qui sont mises sur certains sites, dans la plupart des cas, en tout cas sur les sites, même les libraires, je ne sais pas où ils l'ont prise. Peut-être que c'est le diffuseur qui a proposé ça, mais je trouve que ça dit tout ce qui se passe. Donc, je vais plutôt vous lire la présentation qui a été choisie par l'éditeur original. Donc, c'est parti. Clara voit au-delà des apparences. Ceux qui la connaissent la redoutent, autant qu'ils l'admirent, car elle ne prédit pas seulement l'avenir, elle l'éveille. Alors, quand on lit ça, on comprend tout de suite qu'on s'en va dans le mysticisme. Cela dit, je ne pourrais pas vous parler beaucoup de l'intrigue parce que ça fait partie des choses que justement on n'a pas envie de savoir d'avance. C'est un livre dans lequel il faut embarquer en se disant qu'il y a plein de choses qui vont être inexplicables ou inexpliquées. On est vraiment dans une autre... Ça va faire référence vraiment à une autre dimension de perception. On est dans la réalité tout à fait, mais on est vraiment dans quelque chose qui implique un peu plus, comme je vous disais, de mysticisme potentiellement. On est dans une certaine... on est dans je sais pas comment expliquer ça. Dans les grands clivages qui vont faire en sorte que les perceptions de la vie vont changer. Donc, comme je vous dis, pour moi, il n'est pas pareil, il n'est pas en lien, c'est pas les mêmes personnages, mais il y a quelque chose qui est en résonance avec la vie heureuse, quand même. Et dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre... trois personnages, quelques personnages, quand même un peu un roman choral, mais on va particulièrement suivre Alexis Koska, qui travaille dans une banque, qui a déjà été mariée avec Marie et qui a eu une fille qui s'appelle Clara, la fameuse Clara. Et on va le suivre à différents moments, donc dans une réalité qui est le maintenant, et avec des retours dans le passé. Et on va le suivre alors qu'il est dans une démarche de prendre les ateliers d'écriture auprès d'un écrivain qui s'appelle Éric Rupré.
et qui, lui, est un écrivain qui a arrêté d'écrire. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et c'est un écrivain qui est très bon pour donner des ateliers, mais qui a déjà, dès le départ, lance l'idée que dans son atelier, les gens ne vont pas devenir écrivains. Et tout ce beau monde-là va s'entrecroiser et va développer des liens où leurs destins vont s'entrechoquer. Souvent, un espèce de gros coup du sort qui va impliquer Clara. C'est tout ce que je vais vous en dire. Alors, quel a été mon ressenti? Je suis sortie de ce livre-là un peu... Ça fait plusieurs... On dirait que cette semaine, j'ai pas été chanceuse, mais je suis sortie de ce livre-là un peu en ayant été, encore une fois, maintenue en dehors de l'histoire. Pourtant, c'est pas nécessairement une dimension... Bon, je suis quelqu'un d'un peu cartésien, en fait, de cartésien, mais j'ai quand même une super grande perméabilité, une grande ouverture à tout ce qui est mystique ou perception aléatoire, pas aléatoire, mais disons moins traditionnelle de la vie ou des autres ou des situations et tout ça. Je suis pas une grande croyante en le destin avec un grand D, mais en même temps, je pourrais comprendre que quelqu'un a cette espèce de croyance-là. Donc, on évolue vraiment beaucoup là-dessus. Puis c'est sûr que ce contexte-là, au départ, il m'a un peu bousculée. Mais en même temps, j'étais comme, OK, on embarque là-dedans, pas de problème. La plume de David Fuenquinos, c'était toujours aussi super habile, dans le sens où c'est une super belle écriture, c'est plaisant, les personnages on les découvre par l'intérieur, donc vraiment, on apprend à les connaître de l'intérieur et non pas nécessairement par la perception que les autres en ont. C'est toujours ça un peu qui est intéressant avec David Fuenquinos. On est vraiment aussi dans les relations du quotidien, jusqu'à un certain point, et avec tout ce que du quotidien, avec tout ce que la vie peut amener comme surprise. Donc, on est vraiment dans quelque chose de sérendipité, importance du hasard, il n'y a pas de hasard, les choses arrivent toutes pour quelque chose. Et c'est comme ça aussi que le destin des gens qui sont là va un peu se croiser, puis va s'emboîter, puis que ça va finir par donner un tout qui fait du sens dans un niveau de compréhension qui est en dehors du traditionnel. On va dire ça comme ça. Mais comme je vous dis, la qualité de la plume de David Fuenquinos est toujours là, est toujours douce, est toujours bienveillante. Cette fois-ci, il plonge vraiment, vraiment dans le mysticisme. Puis la structure qu'il donne à son récit, donc avec des allers-retours dans le passé, ben écoutez, est intéressante. Sauf que j'ai eu l'impression que il y a eu une lente montée vers la description que je vous ai lue. Donc, pendant le 2/3 du livre, en fait, on est vraiment dans une espèce de récit un peu de tranche de vie. En fait, on s'imprègne de ce que vivent les personnages, on s'imprègne de qui ils sont, on s'imprègne de leur histoire, de comment ils perçoivent la vie, comment la vie avance, les relations qu'ils vont créer, qui vont se briser, leurs difficultés à réagir à certains aléas et tout, mais sans nécessairement qu'on comprenne nécessairement où ça va nous mener. On s'attache à eux, mais pas tant que ça, dans le sens où je sais pas, pour moi, il était vraiment à distance quand même. Puis évidemment, bon, quand il va finir par arriver quelque chose qui fait en sorte qu'il y a comme une espèce de Big Bang et que là, on comprend en fait pourquoi on nous parle tellement de ces personnages-là, en quoi finalement les choses vont évoluer, bien finalement, tout ça se passe assez rapidement dans une espèce de tiers de livre. Et si ce rythme-là était potentiellement voulu, j'ai eu l'impression que la montée était un tout petit peu trop lente. Ce qui fait que ça n'a pas créé une espèce de climax. Puis là, je parle pas nécessairement d'une tension ou d'un thriller. C'est pas du tout ce genre d'histoire-là. Puis dans David Fuenquinos, c'est rarement ça. Mais c'est comme si on se doutait un peu, on voyait un peu qu'est-ce qui allait arriver. Puis là, finalement, on se rend compte qu'on tombe vraiment dans une dimension encore plus... qui met encore plus d'ouverture que qu'est-ce qu'on pensait. Puis on aurait aimé ça peut-être en apprendre plus sur ça, ou voir encore plus évoluer ça par rapport à la personne qui est concernée et les personnes qui l'entourent. Parce que c'est une réalité qui, si on l'accepte, comporte énormément de défis. On voit souvent le côté positif de cette réalité-là, dont on va parler, dans le sens où un avantage qui va permettre d'aider les autres et tout ça, mais on ne voit pas nécessairement tout ce que ça peut impliquer pour la personne qui le vit. Donc, j'ai trouvé ça étrange
qu'on voit tant évoluer les autres personnages, qui sont finalement des personnages secondaires, ben quoique, relativement secondaires, sauf un qui va un petit peu switcher de secondaire à presque principal indirectement, puis que le personnage principal du titre, on va dire, là, c'est Clara, finalement, on lui consacre pas tant, on lui donne pas tant la voix, on lui donne pas tant la parole. C'est sûr que où le personnage est-ce qu'il est dans une autre dimension ou, ben, une autre dimension. Je sais que c'est un petit peu bizarre ce que je vous dis, ça ne doit pas faire de sens, parce que j'essaie vraiment de ne pas divulguer quoi que ce soit. Mais ce personnage-là, dans le fond, après tout ce qui va se passer, sa voie de communication privilégiée ne sera pas nécessairement un flot de paroles ou d'explications ou d'ancrage dans la réalité absolument à tout prix. Sauf que, comme on nous a proposé de voir évoluer les personnages de l'intérieur pour tout le premier 2 tiers du roman, puis c'est super intéressant, avec elle, on va moins avoir accès à son intériorité, alors qu'on aurait aimé avoir accès à son intériorité, parce que ça nous aurait justement permis de vraiment plonger dans cette espèce d'avenue-là qui est proposée par l'auteur. Voilà. Ça fait du sens, hein? Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ça n'a pas été... Je ressors de là mitigée / un peu déçue. C'est correct, ça arrive. Ça va peut-être vous plaire aussi, si vous voulez. Sachez par contre que c'est vraiment comme on est vraiment dans un roman de... c'est presque un conte philosophique, entre guillemets. C'est pas du feel good, mais c'est de la bienveillance. C'est un roman bienveillant avec un aspect mystico-philosophique assez important. Donc, si ça vous dit plongez, si vous ne vous attendez pas à ça de David Fuenquinos, dites-vous que c'est plus de l'ordre de la seconde moitié de La vie heureuse. Donc, si ça ne vous a pas plu, ça se peut que celui-là ne vous plaise pas, mais pourquoi pas l'essayer. Moi, je l'ai écouté en livre audio. Je ne sais pas si le livre audio a aidé ou pas. C'était une excellente narration. Peut-être que dans ce cas-là, ça aurait été préférable que je le lise en papier pour me faire ma propre perception de l'intériorité des personnages, plutôt que dans le fond, c'était narré. Je ne sais pas si finalement, même si c'était relativement neutre, ça va peut-être pas influencer un peu comment je l'ai reçu. Mais bref, drôle de fin pour ce vlog-ci. Mais ça a été mes 2 dernières lectures, puis ben voilà. Ça va clore la semaine de vlog. Nous, on va se revoir relativement bientôt, c'est-à-dire dès que j'ai terminé ce vlog-ci, je vais ouvrir le prochain. Mais j'espère que ça vous a quand même plu. Donc, cette espèce de semaine-là étrange en lecture audio et un gros blitz de roman graphique. Mais voilà, c'est ce que j'avais à vous proposer encore une fois cette semaine. Alors, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Est-ce que vous avez lu le nouveau David Fuenquinos? Bon, c'est récent, mais je sais qu'il y en a qui attendent vraiment les livres de Fuenquinos comme impatiemment puis qui vont les acheter puis les lire tout de suite. Allez-y, manifestez-vous en commentaire sans peut-être divulgacher pour les autres, peut-être qu'ils ne l'auraient pas lu. Puis, ben, si vous avez d'autres suggestions peut-être à me donner de lecture, que ce soit en lien avec ceux que j'ai lus, ou peut-être que ça peut être autre chose, juste avec ce dont je vous parle en ce moment, vu que là, je tombe souvent sur des lectures, cette semaine, je suis tombée sur des lectures qui me laissaient en dehors de la lecture. Ben, si vous avez quelque chose que vous avez lu récemment puis qui vous a permis de vraiment être entraîné dans les mots et entre les lignes, ben, je serais peut-être très preneuse pour votre suggestion. Alors voilà, sur ces bonnes paroles, ben, j'espère que vous allez avoir des belles lectures puis on se dit à la prochaine!